Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, on poursuit nos exercices sur le théorème de Han-Banach, exercice d'application sur le théorème de Han-Banach. On est arrivé à l'exercice 3. Donc, voici l'énoncé de l'exercice 3. Soit E, un espace vectoriel normé réel, et C, une partie convexe de E qui contient l'origine. Voilà. On définit les ensembles suivants. C étoile, c'est l'ensemble des f dans E', tel que fx est inférieur ou égal à 1, quel que soit x dans C. Donc, C étoile est un sous-ensemble de E', c'est l'ensemble des formes linéaires continues f, tel que f est inférieur ou égal à 1 sur C. Et C double étoile, c'est l'ensemble des y dans E, donc c'est une partie de E, c'est l'ensemble des y dans E, tel que f de y est inférieur ou égal à 1, quel que soit f dans C étoile. Et on vous demande de montrer que C bar, c'est-à-dire l'adhérence de C, est égale à C double étoile. Et vous avez comme indication utiliser donc la seconde version géométrique du théorème de Han-Banach. En fait, le théorème de Han-Banach va être utilisé pour démontrer juste la deuxième inclusion, c'est-à-dire l'inclusion C double étoile est inclus dans C bar. Alors, je vais d'abord rappeler la seconde version du théorème de Han-Banach. Donc, je vous renvoie à ma première vidéo sur le théorème de Han-Banach. Donc, c'est une vidéo introductive sur le théorème de Han-Banach où j'ai donné tous les énoncés, toutes les versions analytiques et géométriques. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo, mais je vais rappeler quand même cette version, cette seconde version géométrique du théorème de Han-Banach. Voilà, donc c'est le théorème suivant. Soit E, un espace vectoriel normé réel, et A et B, donc deux parties convexes non vides de E qui sont disjointes. Donc, vous avez un espace vectoriel normé réel et vous avez deux parties convexes non vides disjointes. Supposons que A est fermé et B est compact, donc on suppose que l'une est fermée et l'autre est compacte. Dans ce cas-là, A et B peuvent être séparés strictement par un hyperplan affine de E. Un hyperplan fermé affine, un hyperplan fermé affine de E. C'est-à-dire qu'il existe une forme, donc analytiquement, il existe une forme linéaire continue, f, non identiquement nulle, et un nombre réel alpha, tel que l'on est, fx inférieur strictement à alpha, inférieur strictement à f de y, quel que soit x dans A et quel que soit y dans B. Alors maintenant, donc c'est ce théorème-là qu'on utilise pour résoudre l'exercice. Maintenant, donc, je vais passer à vous donner la solution. Mais avant cela, je vous demande gentiment d'appuyer sur j'aime et de partager au maximum cette vidéo. Alors, on passe à la solution. Solution. Donc, on va commencer. Donc, ce qui est demandé, c'est C bar. Pourquoi C bar est égal, donc l'adhérence de C, pourquoi c'est égal à C double étoile. Bien sûr, on va démontrer la double inclusion. On va donc commencer par démontrer l'inclusion directe, donc cette première inclusion. En fait, on constate que, que C est inclus dans C double étoile. Ça, c'est presque évident. Ça, c'est évident. Bon, on va l'expliquer, mais c'est presque évident. Il suffit de regarder la définition de C double étoile. Donc, alors, on va le faire. Je prends l'élément de C. Donc, en effet, soit je prends, donc X appartient à C. Donc, pour tout F, F dans C étoile, alors qu'est-ce que ça veut dire F dans C étoile? F dans C étoile, donc d'après la définition de C étoile, ça veut dire que F est une forme linéaire continue
f dans E', qui est inférieur ou égal à 1 sur C. Donc, pour tout f dans C étoile, on a f inférieur ou égal à 1 sur C. Et donc, en particulier, donc, puisque x est un élément de C, donc en particulier, f de x est inférieur ou égal à 1. Vous avez donc f est inférieur ou égal à 1 sur C, c'est-à-dire pour tous les éléments de C. Et comme x est un élément de C, donc en particulier, fx est inférieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Donc, on vient de montrer que, c'est ça? Donc, quel que soit f dans C étoile, f de x est inférieur ou égal à 1. Et ça, par définition, ce qu'elle vient à dire, par définition, que x est dans C double étoile. Ce qui revient à dire, par définition de C double étoile, que x est dans C double étoile. Donc, on a pris x quelconque dans C, on a pris x quelconque dans C, on a montré qu'il est dans C double étoile, et donc on déduit qu'on a l'inclusion, donc on a l'inclusion, d'où bien ce qui montre que C est inclus dans C double étoile. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les adhérences. On sait que si A est inclus dans B, dans un espace topologique, alors l'adhérence de A est inclue dans l'adhérence de B. Donc, ce qui entraîne, en prenant les adhérences, ce qui entraîne que l'adhérence de C est incluse dans l'adhérence de C double étoile. Bon, ça, par exemple, on va l'appeler une. Alors maintenant, pour conclure que l'adhérence de C est incluse même dans C double étoile, il suffit de montrer que C double étoile est fermée. Si j'arrive à montrer que C double étoile est fermée, alors son adhérence c'est lui-même, et je conclus que l'adhérence de C est inclue dans C double étoile. Donc, on va montrer, maintenant que C double étoile est une partie fermée, directement fermée, de notre espace E. Alors, pour montrer cela, bon, on peut travailler avec les suites si vous voulez, mais il y a une façon plus importante, c'est de montrer que C double étoile est une intersection de fermé. Alors, on va montrer que C double étoile est une intersection de fermé, et comme on le sait, une intersection de fermé donne un fermé. Donc, on va écrire ce que ça veut dire C double étoile. C double étoile, par définition, c'est l'ensemble des Y dans E, tel que f de Y est inférieur ou égal à 1, quel que soit f dans C étoile. Comment je peux écrire ça? Ça, je peux l'écrire, c'est l'ensemble des Y dans E, tel que f de Y appartient à l'intervalle moins l'infini 1, fermé en 1, quel que soit f dans C étoile. C'est clair. Donc, f du y est inférieur ou égal à 1 revient à dire que f du y est dans l'intervalle moins l'infini 1. Maintenant, ça, comment on peut l'écrire? Donc, c'est égal l'ensemble des y dans E, tel que y appartient à f moins 1, donc l'image inverse, de l'intervalle moins l'infini 1. Quel que soit, donc, f dans C étoile. Donc, vous voyez, donc, ces doubles étoiles, c'est les éléments, tous les vecteurs de E qui sont dans toutes ces parties. Dans toutes ces parties de E. Donc, c'est-à-dire les parties du type, ou bien de la forme f-1 de l'intervalle moins l'infini 1 avec f dans C étoile. Et ça revient à dire que vous avez donc une intersection, puisque on cherche les Y qui sont dans toutes ces parties, donc c'est les Y qui appartiennent à l'intersection de toutes ces parties.
c'est-à-dire si vous avez donc l'intersection de f-1 de moins l'infini 1. Voilà, avec f parcourt C étoile. Voilà, donc on a écrit C double étoile comme une intersection. Maintenant, on va voir les ensembles de cette intersection. Vous avez donc moins l'infini 1, fermé en 1, ça c'est un fermé de R. Donc on va appeler ça c'est un fermé, donc cet intervalle, c'est clair que c'est un fermé de R. Je prends son image inverse par une forme linéaire continue. Comme f est dans C étoile, alors f, vous voyez ici, f est dans C étoile, donc c'est dans E', c'est-à-dire vous avez donc ici une forme linéaire continue. Donc vous avez l'image inverse d'un fermé par une application continue. Et ça, on sait que l'image d'un fermé par une application continue donne un fermé. Donc tout ça, c'est un fermé de E. Et donc, vous avez une intersection de fermés. Donc, C double étoile est une intersection de fermés de E. Et une intersection de fermés, on sait que c'est un fermé. D'où, donc, C double étoile est un fermé de E. Par conséquent, son adhérence, c'est lui-même. Donc, vous avez C double étoile adhérence, c'est C double étoile. On va remplacer ça dans une. Alors, je vais rappeler une, donc la formule 1 qu'on a obtenue. Alors, la formule 1, voici donc la formule 1, c'est ça. Donc, on a obtenu que C bar, donc l'adhérence de C est incluse dans C étoile étoile bar, C double étoile bar. Mais ça, on vient de montrer que c'est C double étoile, parce qu'on a vu que C double étoile est infirmé. Donc, je remplace ça par C double étoile. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, en substituant ceci dans une, c'est-à-dire en remplaçant ceci dans une, on aboutit à l'inclusion. Donc, c'est inclus dans, ou bien C bar, pardon, C bar, c'est inclus dans C double étoile. Alors, ça, on va l'appeler, par exemple, on va l'appeler 2. Par exemple, on va l'appeler 2. Voilà donc pour la première inclusion. Comme vous le constatez, donc ici, je n'ai pas utilisé Han-Banach. Je n'ai pas utilisé Han-Banach pour aboutir à cette inclusion. Han-Banach, donc, on va l'utiliser pour démontrer l'inclusion inverse. Donc, pour démontrer l'autre inclusion, on va utiliser Han-Banach. On va procéder par l'absurde. Donc, pour démontrer la deuxième inclusion, on va procéder par l'absurde et on utilise Han-Banach. Donc, procédons par l'absurde, en supposant, je suppose le contraire de ce qui est demandé, en supposant que C bar est différent donc de C double étoile. Mais puisque c'est inclus, donc ça veut dire que c'est inclus et c'est différent. Inclus, mais différent de C double étoile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, je peux donc trouver un élément dans C double étoile qui n'est pas dans C bar. Donc, il existe au moins un élément X0 qui est dans C double étoile, tel que X0 n'appartient pas à C bar. Voilà. Maintenant, je vais considérer les parties suivantes. On va considérer, donc, considérons les parties suivantes de notre espace E. Les deux parties suivantes de
alors, qu'on va appeler A et B. Donc, A, on va prendre A, c'est C bar, et B, c'est le singleton X0. Bon. Donc, c'est des parties de E. C'est des parties de E. Qu'est-ce qu'on constate? Ces parties sont non vides, toutes les deux. Bon, pourquoi? Bon, ça, c'est évident que c'est non vide. Ça, c'est non vide parce que C est non vide. Pourquoi c'est non vide? Parce qu'on a dit que C contient l'origine de E. Comme C contient l'origine de E, donc C est non vide, et donc C bar est non vide, parce que C bar est plus grand que C. Donc, les deux sont non vides. Ça, c'est la première remarque. On constate que les deux parties sont convexes. Donc, A, pourquoi A est convexe? Parce que C est convexe. On sait que lorsqu'un ensemble est convexe, alors son adhérence reste convexe. Donc, comme C est convexe, alors C bar, c'est-à-dire A, est convexe. Voilà, vous avez donc A est convexe. B est convexe parce que c'est un singleton. Un singleton, c'est convexe. Donc, aussi, B est convexe, car c'est un singleton. Voilà. Donc, vous avez deux parties convexes. Est-ce qu'elles sont... bon, toutes les deux sont non vides, on vient de le voir. Est-ce qu'elles sont disjointes? Alors, on revient en arrière. Ben, qu'est-ce qui garantit qu'elles sont disjointes? C'est ça. Vous avez X0 n'appartient pas à C bar. Et puisque X0 n'appartient pas à C bar, donc le singleton X0 est disjoint de C bar. Ça veut dire que A est disjointe de B. Donc, d'autre part, donc vous avez aussi, on a aussi A inter B est égal à l'ensemble vide. Les deux parties sont disjointes car X0, on a dit que ça n'appartient pas à C bar. Alors, qu'est-ce qui manque? Vous avez donc deux parties convexes non vides, disjointes. Alors, pour pouvoir appliquer la seconde version du théorème de Hahn-Banach, il faut que l'une soit fermée et l'autre compacte. Alors, on voit bien que A est fermé parce que c'est une adhérence. Donc, A est fermé. C'est clair, c'est l'adhérence de C. L'adhérence, c'est toujours fermé. Et B, pourquoi B est compact? Ben parce que B est fini. Dans un espace, là, on a un espace vectoriel normé. Donc, c'est un espace métrique. Donc, c'est un espace séparé. Et dans un espace séparé, toute partie finie est compacte. Donc, B est fini, donc compact. Et B est compact. Car c'est une partie finie dans un espace séparé. Voilà. Donc, toutes les conditions du de la seconde version géométrique du théorème de Hahn-Banach sont satisfaites. Vous avez deux parties convexes disjointes, non vides. L'une est fermée et l'autre est compacte. Donc, j'applique alors le théorème. Donc, d'après la seconde version géométrique du théorème de Hahn-Banach, il existe un hyperplan affine fermé qui sépare strictement les deux parties A et B. Donc, analytiquement, il existe une forme linéaire continue. Alors, on va l'appeler F, c'est pas grave. On va l'appeler F. Donc, il existe F dans E', non identiquement nul, donc différent de 0 E'. Et il existe alpha dans R, tel que F de X est inférieur à alpha, est inférieur à F de Y, quel que soit X dans A, et quel que soit Y dans B. Voilà. C'est ça ce que ça veut dire. Il existe un hyperplan affine qui sépare les deux parties A et B. Donc, vous avez Fx est strictement inférieur à alpha. C'est pas strictement. C'est pour ça qu'on a des inégalités strictes. Donc, ici, vous avez F de X est inférieur strictement à alpha, qui est inférieur strictement
à f de y, quel que soit x dans A et quel que soit y dans B. Comme B, c'est un singleton, B, c'est juste x0, donc je peux remplacer directement y par x0 ici. C'est-à-dire, vous avez f de x inférieur à alpha, inférieur à f de x0, quel que soit x dans A, c'est-à-dire quel que soit x dans C bar. Voilà ce qu'on a donc. Voilà ce qu'on a. Voilà ce que donne donc le théorème, la seconde version géométrique du théorème de Hammar. C'est ça. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de diviser sur alpha. Donc, au lieu de considérer f, je considère une autre forme linéaire, g, continue, sur e, qui va être égal f sur alpha, ou bien 1 sur alpha fois f. Alors, pour pouvoir diviser, donc, il faut s'assurer que alpha est non nul. On va montrer que même, on a même alpha strictement positif. Donc, ici, vous avez quel que soit x dans ces barres. Donc, dans l'exercice, on nous donne que C contient l'origine. Donc, C bar aussi contient l'origine. C bar est plus grand que C. Donc, si j'applique cette première inégalité, j'applique donc cette première inégalité, je l'applique pour x égale l'origine de E. Donc, en particulier, pour x égale l'origine de E, qui est dans C, donc qui est dans C, donc qui est dans C bar aussi, on a donc f de 0, c'est inférieur à alpha. Mais f, c'est une forme linéaire continue, donc f de 0, ça c'est 0. C'est-à-dire, donc on obtient que alpha est positif. Voilà. Donc alpha, c'est un réel strictement positif. Et maintenant, je pose, bien je définis, soit j'ai une autre forme linéaire continue qui est égale à 1 sur alpha fois f. Alors, f, c'est une forme linéaire continue. Je multiplie par une constante, donc ça reste toujours une forme linéaire continue, et aussi non identiquement nulle, puisque f est non identiquement nul. On va poser donc g égale 1 sur alpha fois f, et on va diviser par alpha dans la double inégalité précédente. Donc ici, je vais diviser par alpha tous les termes de cette double inégalité. Je divise tous les trois termes sur alpha. Les signes des inégalités ne changent pas parce que alpha, on vient de voir qu'il est strictement positif. Donc, qu'est-ce que je trouve si je divise sur alpha? Donc, alors, on trouve, donc, en divisant donc les trois membres de la double inégalité précédente sur alpha, on trouve qu'on a g de x est inférieur à 1, inférieur strictement à g de x0, quel que soit x dans C bar. Voilà. Donc, quel que soit x dans C bar, vous avez gx est inférieur strictement à 1, qui est inférieur strictement à g de x0. Voilà. On va garder ça. Maintenant, regardez bien gx inférieur strictement à 1. Donc, on a en particulier, ou bien le fait que gx est inférieur strictement à 1, quel que soit x dans C bar, c'est-à-dire donc en particulier quel que soit x dans C, puisque c'est vrai quel que soit x dans C bar, donc c'est vrai quel que soit x dans C, entraîne. Alors là, il faut revenir à la définition de C double étoile. C double étoile, c'est quoi? Non, la définition de C étoile, pardon. La définition de C étoile, c'est les formes linéaires continues qui sont donc inférieures ou égales à 1 sur C. Et donc G, on constate que la forme linéaire continue G vérifie cette condition. Vous avez G, c'est inférieur strictement à 1 sur C. C'est même vrai sur C bar. Mais nous, on constate que c'est vrai sur C. Donc, ça entraîne que G appartient à C étoile. Parce que G, on va écrire quand même ça, G est inférieur ou égal à 1 sur C. Et puis G, c'est une forme linéaire continue. Maintenant, et puisque x0 est dans C double étoile, alors on revient en arrière pour trouver ça. Où est-ce qu'il est x0?
Alors, où est-ce qu'il est? X0, voilà, il est là. Voilà, vous voyez ici, donc X0, il est dans ces doubles étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire X0, il est dans ces doubles étoiles? Donc, pour toutes les formes linéaires continues, sur ces étoiles, pour toute forme linéaire continue H, par exemple, sur ces étoiles, vous avez H de X0 est inférieur ou égal à 1. Et donc, on applique ça pour G. On applique ça pour G. On va appliquer ça pour G. Voilà, on est là. Donc, vous avez G dans ces étoiles, et puisque X0 est dans ces doubles étoiles, alors G de X0, donc, c'est inférieur ou égal à 1. Par définition de ces doubles étoiles. Je rappelle, donc, ces doubles étoiles, c'est l'ensemble des Y dans E, tel que H de Y est inférieur ou égal à 1, quel que soit H dans ces étoiles. Et là, donc, je l'applique pour H égale G. Vous avez G dans ces étoiles, vous avez X0 dans ces doubles étoiles, donc forcément, G de X0 est inférieur ou égal à 1. Et là, ça contredit, regardez bien, vous avez G de X0 est inférieur ou égal à 1, mais ça contredit, on revient en arrière, ça contredit ça. Ici, vous avez G de X0 est supérieur strictement à 1. Donc, ce qui contredit G de X0 est supérieur strictement à 1. Voilà. Cette contradiction, donc, confirme l'égalité demandée. Cette contradiction confirme que ce qu'on a supposé est faux, c'est-à-dire donc que C bar est égal à C double étoile. Donc, ainsi s'achève cette solution. Je vous retrouve dans quelques jours ou quelques semaines pour une autre vidéo donc, qui propose un autre exercice d'application sur le théorème de Hahn-Banach. Portez-vous bien et à bientôt.